Établir un parallèle entre le tir à l'arc et le zen, quelque image que l'on s'en fasse, doit paraître de prime abord une intolérable dépréciation de ce dernier. Dut-on même admettre, dans le plus large esprit de compréhension, que l'on qualifie d'art la pratique du tir à l'arc, on se résoudra difficilement à chercher en cet art autre chose qu'une performance de caractère nettement sportif. Le lecteur s'attendra donc à entendre parler ici des étonnants exploits de maîtres archers japonais, jouissant du privilège de pouvoir s'appuyer sur une tradition vénérable et ininterrompue du maniement de l'arc et de la flèche. Depuis quelques générations seulement, l'Extrême-Orient a remplacé par des armements modernes ces anciens moyens de combat. Toutefois, la pratique de ces derniers n'en disparut pas pour autant, mais se perpétua et intéressa des cercles toujours plus larges. Faut-il alors s'attendre à une description de la façon dont se pratique de nos jours le tir à l'arc comme sport national au Japon? Rien ne saurait être plus éloigné de la réalité. Dans le tir à l'arc, au sens traditionnel, qu'il estime en tant qu'art et vénère en tant qu'héritage du passé, le japonais ne voit pas un sport, mais bien la pratique d'un culte, quelque étrange que cela puisse paraître au premier abord. Ainsi donc, celui-ci conçoit l'art du tir à l'arc non pas comme une capacité sportive que l'on acquiert par un entraînement physique progressif, mais bien comme un pouvoir spirituel découlant d'exercices dans lesquels c'est l'esprit qui ajuste le but, de sorte qu'à bien le mirer, l'archer se vise aussi lui-même, et que peut-être il parviendra à s'atteindre. Assurément, cela paraîtra sibyllin. Comment, dira-t-on, le tir à l'arc auquel on s'entraînait jadis en vue de la lutte à mort n'aurait-il pas même survécu comme sport physique, mais serait devenu un exercice spirituel? Qu'est-il besoin, alors, d'arc et de flèches? N'a-t-on pas renié ainsi l'art viril des ancêtres, la claire et honnête signification du tir à l'arc, pour le remplacer par une chose imprécise, voire complètement fantastique? Il faut cependant considérer que, depuis que cet art n'a plus à s'affirmer dans des compétitions sanglantes, son esprit particulier ne s'en est manifesté que plus spontanément, et avec une force plus convaincante. Il n'a pas été nécessaire d'introduire récemment et artificiellement dans la pratique du tir à l'arc cet esprit qui depuis longtemps y est associé. On ne saurait donc prétendre que la technique traditionnelle du tir à l'arc, depuis qu'il ne joue plus aucun rôle à la guerre, ait été convertie en un aimable passe-temps vidé de sens. La grande doctrine du tir à l'arc nous donne une toute autre réponse. D'après elle, aujourd'hui comme jadis, le tir à l'arc demeure affaire de vie et de mort, dans la mesure où il est un combat de l'archer contre lui-même. Cette forme d'assaut n'est pas une médiocre contrefaçon, mais bien ce qui inspire et soutient toute lutte contre un ennemi extérieur, contre un adversaire en chair et en os, par exemple. La nature mystérieuse de cet art se révèle uniquement dans ce combat de l'archer contre lui-même. Et il en résulte que l'enseignement qui y conduit ne sacrifie rien d'essentiel, lorsqu'il renonce à l'utilisation effective autrefois nécessaire dans le combat de chevalerie. L'évolution historique de cet art procure donc, à celui qui s'y adonne de nos jours, l'incontestable avantage de ne pas succomber à la tentation de troubler ou même de tout à fait empêcher la compréhension de la grande doctrine par la poursuite d'objectifs pratiques, même s'il ne se les avoue pas. Car cette compréhension, tous les maîtres de l'arc l'ont toujours soutenue, est réservée à ceux-là seuls qui ont le cœur pur et inaccessible à toute préoccupation subsidiaire. Partant de là,
Voyons comment les maîtres japonais du tir à l'arc conçoivent et dépeignent cette lutte de l'archer contre lui-même. Leur réponse paraîtra certes tout à fait énigmatique, car, d'après eux, le combat consiste dans le fait que l'archer se vise et que cependant il ne se pointe pas, et que parfois aussi il peut s'atteindre sans se toucher. Ainsi, il vise et est la cible. Il tire et il est touché, tout à la fois. Le problème est là. Malgré toute son action, il faut que l'archer devienne un centre immobile, pour employer encore une expression chère à ses maîtres, et c'est alors que se produit le grand événement, le fait ultime. L'art est dépouillé de son art. Le tir cesse d'être un tir. Le moniteur devient élève, le maître redevient un débutant. La fin devient le commencement et le début et achèvement. Notre esprit, habitué à des concepts plus clairs et désorienté par ces formules d'apparence hermétique qui sont familières et transparentes à l'homme d'Extrême-Orient, et c'est pour cette raison qu'il faut remonter à une origine plus lointaine. Les Européens n'ignorent pas qu'au Japon, les arts se rattachent à la racine commune du bouddhisme. Cette constatation est valable dans la mesure même et dans le même sens qu'il s'agisse de l'art du tir à l'arc, aussi bien que de peinture au lavis, d'art dramatique ou d'escrime, tout autant que pour la cérémonie du thé ou l'art des arrangements floraux.